Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. En deuxième partie d'émission, nous allons revenir sur l'histoire de la faïence à Sarreguemines. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil sur l'actualité du jour. Ambiance andine au parc du Stadtweiher, les lamas et alpagas de Fabien Heitzmann profitent des câlins des enfants en cette journée dominicale. Une dizaine de stands d'artisans étaient également au rendez-vous et sur scène, élèves, professeurs ou anciens élèves de l'école de musique du pays de Bitche. Le public a bravé le temps automnal de ce dernier week-end de vacances. L'idée était carrément de faire une belle fête avec l'école de musique, que ce soit à Bitche ou dans le pays de Bitche. Une délégation de l'école de musique de Zweibrücken a fait le déplacement. C'est le premier échange avec l'école de Bitche. C'est une scène vraiment qui permet à tout le monde de se remettre en avant, que ce soit des élèves actuels, des professeurs qui ont aussi envie de jouer avec leurs élèves et en solo. Et là, comme on l'entend derrière moi, une scène qui accueille des anciens élèves de l'école de musique dans un style de musique vraiment festif. Une musique festive et en soirée un beau voyage en Équateur pour conjurer la morosité de la météo. Après un été en demi-teinte côté météo, la ville de Bitche achève son programme d'animation estivale. Les escales de l'été, ce sont une trentaine d'animations depuis la fin du mois de juin. Un été de fête dans des conditions un peu particulières tout de même. C'est un bilan positif qu'on peut tirer sur ces escales de l'été 2021, malgré la météo, malgré plein de trucs qui ont fait que c'était pas vraiment ce qu'on attendait, mais les associations sont satisfaites, nous on est satisfaits, on peut tirer un bilan positif de ces escales. De l'école de danse qui a ouvert le bal en juin à l'école de musique en clôture, pour ne citer que, les associations bitchoises ont été les piliers de ces escales. Pour terminer en beauté, la ville a proposé dimanche soir un feu d'artifice tiré depuis le fort Saint-Sébastien. On voulait le garder en tant que surprise, on en discutait au début des escales, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire, quand est-ce qu'on peut le tirer, alors on s'est dit on va le tirer au milieu des escales, on va le tirer au début, comme les estivales n'ont pas eu lieu cette année, et après on s'est dit pourquoi on ne le tirait pas à la fin, le dernier soir. Même le ciel en a profité, la pluie s'est arrêtée pour laisser le public profiter du spectacle. C'est le maire de Sarreguemines qui a inauguré la nouvelle fresque murale au centre équestre Sarreguemines Jump. Le thème, les chevaux. Pour cette peinture murale, c'est Philippe Degotz qui s'est occupé du projet. Il a travaillé avec les enfants du conseil municipal des jeunes et de l'IME, l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines. Les enfants ont d'abord imaginé les chevaux qui ont été retranscrits en grandeur nature sur le mur. L'artiste est très rarement intervenu pour cette œuvre, il a laissé les enfants peindre en grande majorité. Ce n'est pas la première fois que Philippe Degotz travaille avec des jeunes, mais c'est toujours un plaisir pour lui. C'est toujours enrichissant aussi de travailler avec des jeunes parce qu'ils ont une manière très spontanée de s'exprimer que nous on perd trop souvent. Durant l'inauguration, les enfants ont expliqué la création de leur cheval. Il y en a pour tous les goûts. Un cheval zèbre, un cheval Tour Eiffel ou encore un cheval en métal. À côté de chacun, le nom de l'enfant qui l'a imaginé est indiqué. Amélie n'a pas dessiné un cheval, mais 3. C'est la première fois qu'elle découvre la fresque finie. Moi, comme j'ai peint juste au début, là j'ai vu le fond, c'était trop beau, j'adore. 1 semaine et demie a été nécessaire pour réaliser la fresque. Ce projet a vu le jour grâce à Moselle Jeunesse, une initiative du département. Il valorise les projets qui participent à la vie locale ou départementale. La fresque est à découvrir à l'arrière du centre équestre, à l'entrée des écuries. Que serait le Chrono Motor Show de Lemberg sans son incontournable concours de décibels ? Ce week-end, et pour la 12e année consécutive, la Chrono Racing Team a remis le couvert sur le terrain des Laurentides de Lemberg. Des voitures de collection aux modèles les plus récents
il y en avait pour tous les goûts. Près de 120 voitures ont répondu présentes pour l'occasion. C'est presque 100 véhicules de moins que les années précédentes, mais cet événement reste toujours très attractif pour le public. Écoutez, on a eu beaucoup de chance parce que la météo n'était pas vraiment clémente. Je pense que ça a aussi joué entre des défaveurs, c'est-à-dire les gens qui ont des belles voitures de collection n'ont pas osé la sortir de peur de la mouiller, qu'elle soit sale. Donc voilà, donc c'est un peu le côté négatif. Sinon, c'est vrai que là, à partir de 14h, les visiteurs étaient quand même présents sur le site et je pense qu'on a dû faire un petit millier d'entrées, quoi. L'événement était initialement prévu le 14 juillet dernier. Il s'est finalement tenu ce week-end pour le plus grand plaisir des amateurs de grosses cylindrées. De la harpe, de la flûte et de belles voix, voici le groupe Celtica. Ce dimanche, Cathy et Patricia ont interprété des musiques irlandaises et écossaises dans la chapelle Sainte-Anne de Herchin. C'est dans le cadre de la tournée des chapelles que s'inscrit ce récital de musique celtique. C'est le groupe qui en est à l'origine. Le but, récolter des dons afin de préserver et restaurer les chapelles du secteur. Les prochaines dates sont à venir. Le programme du groupe Celtica est à retrouver sur leur site internet. Du beau monde sur la pelouse du stade Saint-Sébastien de Bitche, à commencer par les anciens du FC Metz, dont Franck Signorino, Julien François ou encore Stéphane Borbiconi. Face à eux, bien sûr, une trentaine de joueurs de l'Entente Jeune, le Fort Verrier. Côté arbitrage, c'est le célèbre Gilles Vessière, ancien arbitre international de renom, qui a fait le déplacement. Le tout pour un match caritatif au profit des enfants de l'association Envol Lorraine. Les fonds récoltés vont servir à améliorer l'accompagnement des enfants qui sont suivis au sein des services d'Envol Lorraine, leur permettre d'avoir des activités, leur permettre d'avoir accès, pourquoi pas, à un emploi pour également les aider dans leur démarche administrative. 1 750 € ont été récoltés et seront reversés pour une centaine de jeunes atteints de troubles autistiques, dont une trentaine sur le secteur. Il y a l'intégralité des entrées qui reviennent à l'association Envol Lorraine. Et puis on a Gilles Vessière qui va porter sa paire de chaussures Adidas pendant le match, qu'il met en jeu sur une tombola dont les bénéfices seront reversés également à l'association Envol Lorraine, et au même titre que le ballon du match qui sera dédicacé par l'ensemble des joueurs du FC Metz. Si cet événement est une première pour le Fort Verrier, l'association des anciens du FC Metz n'en est pas à son coup d'essai. C'est une des habitudes des anciens du FC Metz depuis très longtemps maintenant, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ça, donc on est sollicité tous les ans pour faire des matchs caritatifs, et on en fait en général 7 ou 8 par année. Voilà. Donc c'est tout à fait normal, on essaye de faire ça tranquillement, et si on peut au passage récupérer un petit peu d'argent, eh ben, on reverse ça nous après à des associations. Sur le terrain, une bonne ambiance et un jeu sérieux. La possession de balles était majoritairement messine, mais le Fort Verrier ne s'est pas laissé faire. Si c'est l'équipe des anciens du FC Metz qui remporte le match 6-2, les vrais gagnants de la rencontre sportive, ce sont surtout les enfants d'Envol Lorraine. Pour ce dernier jour de mois d'août, le soleil osera-t-il pointer le bout de son nez? Réponse tout de suite avec les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une bien belle journée qui nous attend pour demain. Le soleil va briller généreusement toute la journée et ça va se ressentir du côté des températures qui iront de 8 à 12 degrés au plus frais et de 22 à 24 degrés au plus chaud de la journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Gilles et le soleil nous accompagnera de 6h48 à 20h14. Passez tous une belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical.
Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Bitche et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Retrouvez une programmation vitaminée pour la saison culturelle à Sarreguemines dès le 24 septembre prochain. Au programme, une trentaine d'artistes français et internationaux, tels que Danny Briand, Lilywood and the Prick, Gaspard Proust, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Chollet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Billetterie à partir du mardi 14 septembre à 10h dans le hall de l'Hôtel de Ville ou directement en ligne. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Alors je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Non, tu peux pas faire cette blague. Mais ça va, toi t'es comme moi, t'es vacciné. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quoi? C'est tellement important. Ben, perso, j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement, là. Moi, je la comprends. Moi non plus, je le connais pas, ce vaccin. Par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps, même. Bah, j'avoue, moi aussi, j'hésite. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi, les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment, ce vaccin? Grave. Ah, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace, ce vaccin? On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. On n'a pas fini de vous présenter la faïence, ce matériau emblématique de Sarreguemines qui a notamment permis l'extension et le rayonnement de la ville. Flora Lemry part à la découverte de ce savoir-faire. L'occasion pour nous de rendre à nouveau hommage à Émile Decker, ancien conservateur des musées de Sarreguemines, décédé en avril dernier. Très bonne fin de programme et à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour. Aujourd'hui pour notre tour du secteur, on a choisi de s'arrêter au Moulin de la Blise de Sarreguemines. Ici, c'est la faïence qui est ancrée dans l'histoire et le patrimoine. Vous verrez que ce matériau a permis l'extension mais aussi le rayonnement de la ville. Une commune dont le nom est désormais bien connu des collectionneurs du monde entier. Allez, avant d'en savoir plus, je vous propose de faire un point sur la naissance de cette activité. Des terres riches en argile et en sable, traversées par de nombreux cours d'eau et regorgeant de bois et de charbon, il n'en fallait pas plus pour favoriser l'essor de l'industrie céramique dans la grande région. C'est entre 1750 et 1850 que les faïenceries apparaissent sur un territoire qui s'étend entre Rhin et Meuse. Chez nous, l'aventure commence d'abord à Frauenberg. Jean Thibault et Jean Kaiser fondent en 1785 une petite faïencerie à laquelle s'associera Nicolas Villeroy, mais ce dernier s'en va très vite vers d'autres contrées pour engendrer avec la famille Bohr la désormais célèbre firme Villeroy et Bohr. En 1790, 3 Strasbourgeois négociants en tabac, Joseph Fabry ainsi que les frères Nicolas et Augustin Jacobi, installent une manufacture de faïence à Sarreguemines dans un moulin à huile. À ses débuts, elle emploie une vingtaine d'ouvriers et ne possède qu'un seul four. On y fabrique de la faïence fine, dite cailloutage. Mais face à la concurrence, les 3 associés s'endettent. En 1800, Nicolas Jacobi cède ses parts à Joseph Fabry et à Paul Utzschneider, un Bavarois installé à Strasbourg. Ce dernier redresse la situation financière en introduisant à Sarreguemines des techniques observées en Angleterre lors d'un voyage d'études. Sa production est remarquée aux expositions nationales où il remporte de nombreuses médailles d'or. Sarreguemines était sur la voie du succès et de la notoriété et allait devenir la plus grande manufacture d'Europe. Julie Kiffer, on se trouve toujours au Moulin de la Blise
Expliquez-moi dans un premier temps, voilà, c'était quoi sa vocation première à ce site du moulin? Alors le moulin de la Blise est une des nombreuses unités de production de la manufacture. Sa spécificité, c'est qu'en fait ici on ne produisait que des pâtes. Donc on va réceptionner les matières premières, les traiter et une fois que la pâte à faïence est prête, elle est acheminée sur des péniches via la Blise et la Sarre dans les usines du centre-ville. Donc ici en fait on va calciner la matière première, notamment dans les fours qui se trouvent juste derrière nous, pour pouvoir ensuite les broyer plus facilement et les mélanger à la pâte dans les autres ateliers du site. Alors tout ce qui était fabriqué ici était ensuite acheminé. Alors vous avez parlé du bateau, comment ça se passait, comment c'était organisé tout ça Alors il y a tout un système de rails qui existait à l'époque avec des locomotives qui permettaient à la matière première et aux produits de se déplacer d'atelier en atelier. Et ensuite donc les pâtes étaient acheminées vers le débarcadère qui se situe un petit peu plus loin sur la route actuellement. Du débarcadère, elles étaient chargées dans les péniches et ensuite la péniche allait jusqu'au débarcadère du casino. Il pouvait y avoir entre 4 allers-retours entre la Sarre et la Blise, donc entre les usines du centre-ville et ici par jour à l'époque. Ah oui, effectivement, c'était une vraie logistique en fait. Tout à fait, et c'est l'importance aussi de placer les usines près d'un point d'eau pour pouvoir justement faire circuler les marchandises, mais aussi les produits finis beaucoup plus facilement. Puis on en a parlé dans son développement, la faïencerie a eu l'autorisation de s'implanter en centre-ville. D'ailleurs, on y retrouve actuellement quelques vestiges, regardez. C'est avec Paul Hutschneider que les faïenceries de Sarreguemines connaissent un développement fulgurant. Napoléon Ier devient un de ses meilleurs clients et passe plusieurs commandes. L'expansion de la manufacture est telle que le jeune entrepreneur doit ouvrir de nouveaux ateliers. Il fait ainsi l'acquisition de plusieurs moulins. En 1830, on construit les premiers fours à houille. C'est lui qui achète le moulin de la Blise, mais c'est à son successeur que l'on doit les constructions que l'on voit encore aujourd'hui. En 1836, Paul Hutschneider se retire et confie la direction de l'usine à son gendre, Alexandre de Geiger, lequel effectue un rapprochement en 1838 avec la manufacture Villeroy et Boch. Les deux sociétés préfèrent le partage des marchés à la concurrence. La manufacture sarregueminoise bénéficie d'investissements importants. On construit de nombreux bâtiments de fabrication. En 1855 et en 1862 dans le Faubourg en direction de Steinbach, puis en 1869 de l'autre côté de la Sarre. En 1867, à l'exposition universelle, Sarreguemines est reconnue comme la plus grande manufacture d'Europe. En 1871, à la suite du traité de Francfort et de l'annexion de la Moselle à l'Allemagne, Alexandre de Geiger s'exile à Paris et laisse la manufacture aux mains de son fils, Paul de Geiger. Pour conserver le marché français, il fonde des succursales à Digoin en 1877, puis à Vitry-le-François en 1881. Les services de table, les objets de décoration en majolique et les panneaux connaissent un succès commercial important. Au début du XXe siècle, l'entreprise emploie près de 3000 ouvriers. En 1913, Paul de Geiger décède et Hutschneider et compagnie est scindée en deux sociétés distinctes, l'une avec l'établissement en territoire allemand, l'autre avec les faïenceries françaises. Julie Kiefer, finalement, qui achetait de la faïence? Est-ce que c'était uniquement réservé aux riches? Alors on trouvait de la faïence à tous les prix et justement la manufacture a très rapidement été reconnue pour ça. Elle était capable de fabriquer de la vaisselle plus basique pour les foyers les plus modestes mais aussi des pièces d'exception à des prix nettement plus élevés. Donc c'est pour ça qu'on parlait en tout cas de production de masse, les premières productions de masse. Qu'est-ce qui plaisait en fait aux gens? Alors ça va dépendre des époques. À un moment, donc au début de l'annexion, année 1870, c'est la barbotine, cette glaçure très brillante, très colorée, qui remporte un vif succès. Et là, on va la retrouver sur des vases, sur des pièces de forme, sur des assiettes. Sur une autre époque, on va retrouver plutôt de la vaisselle type Aubernais. Donc là, ça va être une autre technique de décoration, le transfert d'impression, qui va rencontrer un grand succès. Alors, certaines pièces sont très rares et sont même d'ailleurs toujours très recherchées. Pour vous, ce serait quoi la plus belle pièce dont dispose le musée? Est-ce qu'il y en a une? Alors ça, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Alors oui, il y a la plus belle pièce qu'on a, c'est le jardin d'hiver en lui-même. C'est une pièce composée de plusieurs éléments de faïence. Après, on a plusieurs pièces qui sont à nos yeux relativement précieuses parce qu'elles vont témoigner d'une technique particulière, parce qu'elles vont être une prouesse technologique pour l'époque. Je pense notamment à un buste de Napoléon qu'on
conservé au jardin d'hiver, qui est d'une finesse remarquable pour 1804. Donc on est au tout début de la production de la manufacture. Mais chaque pièce va avoir sa caractéristique qui va à nos yeux la rendre unique et exceptionnelle. Oui, c'est difficile de choisir finalement. Très difficile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la faïencerie a permis le développement économique de Sarreguemines. On vous explique tout dans ce reportage. Avant la faïencerie, Sarreguemines est un gros bourg de 2000 habitants. Avec Alexandre de Geiger à sa tête, la faïencerie de Sarreguemines va s'imposer dans le paysage de la ville. D'abord en termes d'espace. Si la faïencerie n'est pas le seul employeur de la ville, elle emploie tout de même, en 1866, 1300 Sarregueminois sur 3000 actifs. Elle emploie sur place une main-d'œuvre à laquelle elle octroie nombre d'avantages. Du coup, ces demandes d'extension successives ne rencontrent aucune objection au conseil municipal. Ce dernier autorise une usine auxiliaire en 1853 en ces termes. L'établissement projeté et par la suite l'extension de l'industrie amèneront une augmentation de prospérité pour toute la contrée et notamment pour la ville. Les inconvénients qui en résulteront pour les propriétés voisines sont largement compensés par les bienfaits de ce nouvel établissement. La faïencerie n'est pas la seule à contribuer à la prospérité de la ville. Parmi les grands barons de l'industrie, il y a bien sûr Utzschneider et De Geiger, mais aussi Jonaise et Hubert. Ils vont désenclaver la région grâce à la création de nouvelles voies de communication. 1865 est marqué par l'arrivée du chemin de fer à Sarreguemines. Une ligne Bénin-Sarreguemines directement reliée à l'embranchement des faïenceries. Un peu avant, c'est le canal de la Sarre qui a vu le jour. Un canal dont les faïenceries de Sarreguemines ou celles de Mettlar vont se servir pour leurs livraisons de masse ainsi que pour les livraisons lointaines. La ville connaît dès lors une prospérité sans pareille. Les Sarregueminois étaient moins de 6 000 en 1850, ils sont plus de 14 000 en 1900 et 23 000 un siècle plus tard. Et bien sûr, pour connaître leur si grand succès, les faïenceries de Sarreguemines ont pu compter sur des femmes et des hommes au savoir-faire incontestable. Voici un tour d'horizon des métiers de la faïence. Le processus de fabrication de la faïence est complexe car il nécessite différentes interventions sur les matières premières. À Sarreguemines, la fabrication était d'autant plus complexe car la variété des pièces fabriquées était importante. Mais quoi qu'il en soit, le processus peut être réduit à 6 phases principales. La préparation des terres, le façonnage, la première cuisson, la décoration, l'émaillage et la seconde cuisson. Chacune de ces phases se divise en de multiples sous-phases nécessitant des savoir-faire nombreux et spécifiques. La multiplicité des tâches et le développement peu important de la mécanisation et de l'automatisation dans cette industrie requéraient une main-d'œuvre nombreuse et souvent spécialisée. Le façonnage comprend divers procédés qu'il est possible de regrouper selon l'état de la pâte utilisée. Le coulage, développé pour la faïence fine à la fin du XIXe siècle, utilise des barbotines liquides. Sous forme plastique, les terres peuvent être tournées, calibrées, estampées ou pressées. Vient ensuite la première cuisson avant la phase de décoration. À Sarreguemines, ce sont les ateliers de décoration qui sont les plus vastes. C'est la phase de travail qui occupait le plus de main-d'œuvre car les procédés sont manuels. Décor au pinceau, au poncif, au pochoir ou au tampon. Techniquement plus élaboré, le décor imprimé nécessitait également un personnel nombreux pour le transfert des sujets imprimés sur les biscuits. La manufacture de Sarreguemines disposait de nombreux autres départements. La menuiserie fabriquait les harasses et les caisses en bois pour le transport des produits et pour les expéditions. La tonnellerie préparait les tonneaux destinés au transport des émaux. On trouvait également une forge, une fonderie, une charronnerie, une sellerie et un laboratoire étaient chargés de tester et d'expérimenter les nouveaux produits et d'élaborer de nouvelles pâtes et de nouveaux émaux. Et pour preuve du savoir-faire de la faïencerie de Sarreguemines, me voilà avec Jean Vary. Alors vous êtes céramiste et ensemble on va faire une petite démo. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là, on va faire une croûte avec une croûteuse qui est un bras qui vient s'actionner comme ça pour écraser la pâte, pour pouvoir faire une plaque qui va être à la bonne quantité, à la bonne épaisseur, pour ensuite mettre sur un moule de calibrage et ensuite calibrer. Super, je vous laisse faire déjà la première étape. Pas de problème.
Donc là, on a fait une croûte que je vais mettre ensuite sur le moule et puis on va aller à côté. Ok. Hop. Parfait. Toc. Voilà, une fois qu'on a ça, on passe à la deuxième étape, c'est ça? Tout à fait. Sur cette machine-là. Donc on change de machine. Tout à fait. Elle est un petit peu différente. Exactement, ça fonctionne toujours pareil avec un bras, sauf que là on a ce qu'on appelle un calibre. Donc ça s'appelle une calibreuse. D'accord, qui permet d'avoir la forme notamment de la l'assiette. forme extérieure. Là sur ce moule-là, on avait une forme intérieure de l'assiette et là on va calibrer la forme extérieure, donc avec le pied, l'aile et tout ça. Alors c'est parti. Donc celle-ci c'est une machine qui existait dans les faïenceries avant. D'accord. Donc on peut voir le système en dessous avec les courroies. Donc là le principe est de toujours bien lubrifier sa terre. Hop, pas qu'il y en ait de trop. Enlever les excédents et le refaire comme ça plusieurs fois le geste. Jusqu'à obtenir la bonne forme. Exactement, ouais. Et ça c'est à l'œil du céramiste en fait? Normalement non, puisque le calibre et la croûte étaient quantifiés sur un certain grammage pour aller exactement au plus vite et avoir un geste qui soit le plus efficace. Aujourd'hui, on est moins dans des soucis de productivité, donc on prend plus le temps de faire des assiettes pour les démonstrations. Là, ça tape un petit peu. Normalement, ça va se lisser. Voilà. Surtout pas oublier de l'eau parce qu'on peut sécher. Et donc au bout d'un moment, voilà, on a enlevé l'excédent de terre et on a exactement le calibre qui se dessine. Effectivement, on voit déjà l'assiette prendre forme. Exactement. Ça devient concret. Sauf que on ne concrétise pas tout de suite, il faudra attendre le séchage. Alors attention, des fois... Les projections, d'où la blouse. Ça peut un peu gicler, voilà, tout à fait. Et donc là, voilà, on a un séché, j'ai séché un peu le pied, mais on a l'assiette qui, elle, va être prête à sécher, qu'on met ensuite dans des séchoirs pour pouvoir la démouler. Cette technique, elle était plutôt courante ou plutôt particulière dans la faïencerie? Ah non, ça c'est une technique qui avait vraiment cours pour augmenter la productivité comme une industrie. Au final, les machines ont pris le pas et fabriquer à la calibreuse était une machine qui était très courante. Commune, quoi. Autant que le coulage. Et alors vous, comment vous avez appris cette technique finalement? Moi je l'ai appris ici, au musée. Ouais, j'ai eu la chance d'apprendre ici parce que pendant ma formation de céramiste, j'ai pas eu l'occasion de travailler sur ces machines-là. Ouais. Effectivement, donc c'est un vrai patrimoine en fait qu'on a ici. Ah bah là oui, c'est sûr que tout le monde ne fabrique plus ces pièces comme celle-ci. Ouais. Effectivement. De cette manière. Et ce savoir-faire qu'on vient de voir, en tout cas en partie ici, il a permis aussi d'imaginer d'autres produits que la vaisselle. Regardez. La plus grande partie de la production des faïenceries de Sarreguemines est consacrée aux arts de la table. Service en grès, en faïence fine ou en porcelaine, on recense une cinquantaine de formes et quelques 1500 types de décors différents. Les thèmes des décors varient selon les périodes. Naturalisme, historicisme, art nouveau et art déco, et on note en particulier l'attachement de la manufacture à la France dans certaines pièces produites durant la période allemande. Décors peints ou imprimés, la faïencerie emploie de véritables artistes en la matière, à l'image d'Henri Lux, rendu à la postérité grâce à ses décors du service au Bernay. Si Sarreguemines s'est exporté à travers le monde, c'est grâce à cette diversité de décors et à la qualité de ces derniers. Vers 1870, on a commencé à fabriquer sous le nom de majolique des pièces décoratives faites d'une pâte ferrugineuse calcaire recouverte par des émaux stannifères colorés. En 1880, on commence la production de céramique du bâtiment. Ce sera à partir de 1890, la grande période des panneaux décoratifs qui vont orner des maisons et des bâtiments de par le monde. Paul de Geiger crée son jardin d'hiver, qui est la vitrine du savoir-faire de la manufacture à cette époque. Avec les panneaux muraux et la fontaine monumentale en majolique, on est face à l'excellence de la faïencerie. Enfin, une autre production voit le jour, celle des poêles et des cheminées. La production sera bien moins importante que celle des services de table, mais elle met en avant le savoir-faire et le haut niveau de technicité des faïenciers de Sarreguemines. Émile Decker, là on se trouve devant un autre lieu emblématique de Sarreguemines, le casino. Expliquez-moi ce lieu, il servait à quoi au départ? Alors, tout au départ, il n'y avait
le long de cette berge, il y avait des jardins, et qui appartenaient à la faïencerie et au directeur. D'accord. Et vers 1878, les ouvriers ont cherché un lieu pour se réunir. Alors ils ont commencé par chercher en ville. Oui. Ils se sont adressés à un certain nombre d'auberges ou à des cafés, et ça ne leur convenait pas. Ah. Le directeur, ayant appris que ces ouvriers cherchaient un lieu pour se rencontrer, créer un cercle, comme on appelait ça à l'époque, eh bien, il a décidé d'offrir à ces ouvriers le terrain, et il a fait construire, à partir de 1878, le départ du casino, c'est-à-dire l'aile droite du bâtiment. D'accord, c'est quand même Quelques années après, comme le lieu avait connu un grand succès, et qu'il était trop petit et exigu pour un certain nombre d'activités, il a fait construire en 1890 la partie qui est à gauche, avec ce balcon, avec ces magnifiques Donc c'était dédié au loisir en fait du personnel, quoi. C'était destiné au temps libre, et c'était même destiné à tous les ouvriers de la faïencerie, et pas seulement aux cadres. D'accord. Il avait beaucoup insisté lorsqu'il a offert ce terrain pour que ce le soit. D'accord. Voilà. Alors sur ce site, on voit aussi un autre bâtiment, le pavillon. Oui. C'est en quelque sorte la petite folie du patron, c'est ça? Voilà. 2 ans après, donc là on est en 1880, il fait construire un petit château. Oui. On va dire, hein. C'est vraiment un petit château avec une tourelle, un petit château à la française, hein, en briques. Et alors c'était quoi l'utilité de ce pavillon? Alors l'utilité, c'était un lieu de villégiature pour le patron. Hein, en fait, dans ce bâtiment, il n'y a qu'une pièce, hein, une seule pièce, une grande pièce assez vaste au premier étage. On y accède par la tourelle avec un escalier en colimaçon. Oui. Et à l'intérieur, il y avait des sièges, des tables, il y avait aussi une énorme cheminée. D'accord. Voilà. Et bien sûr, dans la tradition populaire de Sarreguemines, on lui accorde une légende. Alors laquelle? Expliquez-nous. C'est qu'il donnait rendez-vous à certaines de ses ouvrières à l'intérieur de ce pavillon. D'accord. Hein, des ouvrières certainement très méritantes. Ok, je vois. Et puis certainement qu'il pouvait contrôler aussi les entrées et sorties du personnel. En fait, oui, parce que le pavillon formait en fait un portail, un porche, oui, c'est ça, qui permettait d'accéder à toute cette rive qui avait été donnée aux ouvriers, hein, pour différentes activités. On y a construit un kiosque à musique, il y avait un gymnase, etc. On a développé les infrastructures. On a développé les infrastructures pour ces ouvriers. Ah oui, et puis il faut dire qu'au fur et à mesure, voilà, l'effectif s'est vu grandir, et forcément, même la ville a dû s'y adapter. Regardez. La faïence de Sarreguemines a été un moteur de la démographie de la ville. En 1812, elle emploie 160 ouvriers qui font fonctionner 7 fours à bois. En 1836, la manufacture compte 300 ouvriers qui font fonctionner 3 moulins et 7 fours qui utilisent maintenant la houille combustible. Au plus fort de son activité, la faïencerie possédera 4 usines et une trentaine de fours, dont un seul subsiste encore aujourd'hui. Elle fera travailler 3000 personnes. Si certains ouvriers viennent de villages alentours et profitent du train pour venir travailler, les ouvriers de Sarreguemines sont logés par l'usine et une véritable communauté voit le jour. C'était complètement à part. Oui. Une république à part. Entre le casino et entre les sites, entre le campement de la cité, il y avait un bâtiment qui s'appelait la cantine. Et là, il y avait une frontière. Je ne veux pas dire naturel, mais il y avait une frontière. Celui qui venait de Sarreguemines, enfin de la ville, pour vouloir flirter avec les filles de la cité, il venait jusqu'à la cantine, et là, il a été arrêté, soit qu'il payait un droit de passage, ou bien il a été refoulé. Mais il n'avait pas le droit de... C'est comme à Belfodin et Sarreguemines, c'était pareil. Hein.
Émile Decker, là on se trouve dans ce qu'on appelle la cité. En fait, c'est le lieu d'habitation des faïenciers, c'est ça? Tout à fait, c'est le lieu d'habitation des faïenciers. C'est une cité qui a été construite par les patrons, donc, et plus particulièrement par Paul de Gaillère, dans le dernier tiers du 19e siècle. Donc toutes les maisons se ressemblent un petit peu ici? Toutes les maisons se ressemblent, il fallait une certaine égalité, sauf peut-être pour les cadres qui avaient des logements qui étaient un peu plus luxueux. D'accord. Et plus vastes. Alors, comment étaient considérés les patrons des faïenceries? On dit qu'ils étaient paternalistes, est-ce que c'est vrai? Alors bon, c'est une des traditions, si vous voulez, des industriels du 19e siècle, c'est de consacrer une partie de leurs efforts à une politique sociale, et ça apparaît très tôt dans le siècle, déjà à l'époque de Paul Hutschneider. Il a pris un certain nombre de mesures pour ses ouvriers. Donc c'est une tradition, et elle a été maintenue pendant tout le 19e siècle, et un des patrons qui s'est même fait un petit peu le chantre de ce paternalisme, c'est Paul de Gaillère, qui a effectué toute une série de constructions et de mesures pour... Dédiées aux employés. Aux employés et aux ouvriers. Et aux ouvriers. Voilà. Alors, à Sarreguemines, fin juin, on fête la Saint-Paul. Oui. C'est un rapport direct avec le patron. On fête le patron? On fête, en fait, le fondateur de la manufacture, qui était Paul Hutschneider, et depuis on va dire le Second Empire, et plus particulièrement après les années 1878, eh bien, la fête prend une certaine ampleur. Elle est chômée déjà, le matin on va à la messe, messe solennelle pour le repos de l'âme du fondateur Paul Hutschneider, mais aussi de tous les faïenciers décédés. Voilà. Ensuite, toujours fanfare en tête, on revenait jusqu'au casino, et là il y avait un repas, la remise de médailles, de diplômes, etc. Et dans l'après-midi, bal champêtre, il y avait sous le kiosque l'orchestre de la faïencerie qui jouait, et jusque très tard dans le soir, où il y avait un bal nocturne, des feux d'artifice parfois. Et il est même arrivé qu'on invite toutes les fanfares de la région pour cette manifestation. Ah oui, parce que les faïenciers avaient en vrai un véritable statut ici sur le secteur, et ils bénéficiaient d'ailleurs de plein d'autres avantages. On vous explique tout. L'idée qui prévalait alors chez certains patrons éclairés était de prendre soin de leurs ouvriers afin qu'ils soient heureux, voire fiers de leur entreprise, productifs au travail et fidèles à l'employeur qui pouvait leur garantir du travail sur plusieurs générations. À la fin du 19e siècle, à côté des usines, cheminées et ateliers, des lieux de vie pour les employés et leurs familles sont aménagés par la faïencerie, modelant ainsi une ville dans la ville. Le casino des faïenceries, autrefois appelé la Réunion, a été construit pour offrir aux ouvriers un lieu de distraction. À l'époque, le directeur ne voulait pas que les ouvriers aillent dans les bistrots se saouler. Alors c'est pour ça qu'il a fait le casino. Il y avait plusieurs salons, une grande salle, une petite salle, et puis là, les personnes se rencontrent, mais pas en masse. La construction de la première cité ouvrière débute en 1869. Sa structure est simple, son plan géométrique, 5 avenues parallèles en constituent la trame. Le long des 4 premières avenues sont disposées des maisons, toutes identiques, divisées en 4 logements entourés d'un petit jardinet. La 5e avenue était occupée par une longue bâtisse de 16 logements, aujourd'hui disparus. L'habitat était établi en fonction d'une hiérarchie sociale. La 1re et 2e avenue étaient réservées aux employés, la 3e était habitée principalement par les chefs d'équipe, enfin les 4e et 5e avenues étaient dévolues aux ouvriers. En face de cet espace subsistent quelques maisons dont la disposition et l'architecture diffèrent. L'espace disponible autour de chaque maison est agrandi. Il s'agit des maisons des cadres ou chefs de service. Les personnes employées qui avaient une position élevée dans la hiérarchie habitaient rarement la cité. On estimait que les cadres percevaient un salaire suffisamment élevé pour leur permettre de construire leur propre maison ou de louer un appartement ailleurs. Lorsqu'une famille s'installait dans un logement de la faïencerie, elle recevait un livret dans lequel étaient inscrits les devoirs des occupants. Ainsi, les habitants devaient tenir propre leur logement et les jardins en bon état de culture. Des inspections étaient effectuées et débouchaient soit sur des menaces d'expulsion, soit sur des récompenses.
Céleste, qu'est-ce que représente la faïence et son patrimoine aujourd'hui pour Sarreguemines? Alors parler du passé, dire la faïence c'est le passé, c'est pas tout à fait juste. Certes, Sarreguemines s'est construit sur la faïence, mais Sarreguemines se construit son avenir aussi sur la faïence. Et je crois que les différents projets que nous avons, notamment muséographiques, enfin tout ce qui va tourner sur notre projet, sur le nouveau site ici sur la rive droite, eh bien, va démontrer que nous saurons utiliser le passé pour construire l'avenir. Construire l'avenir de Sarreguemines pour participer à son attractivité, pour faire en sorte que on ait une reconnaissance par rapport à tout ce qui s'est fait, à ce que ces nombreux, ces milliers de faïenciers pendant des décennies, je n'en ai pas le chiffre, mais en tout cas c'était des milliers qui ont contribué au renom de Sarreguemines dans le monde entier. C'est pour ça que c'est important de conserver ce patrimoine, c'est pour garder une trace de l'histoire? Alors il y a deux choses. D'abord c'est une forme de reconnaissance, c'est pour garder la trace du passé, mais c'est pour mieux construire l'avenir. Et je crois que, je ne sais plus quel est le dicton, mais pour bien construire l'avenir, il faut bien se souvenir de son passé. Et la faïence ici à Sarreguemines est une opportunité, est une chance. Il y a des régions qui ont d'autres atouts dans d'autres domaines. Mais aujourd'hui, je crois que nous serions coupables de ne pas mettre en avant ce passé faïencier, de ne pas mettre en avant cette richesse qui a construit la ville de Sarreguemines dans le monde entier. Alors vous avez évoqué l'ancien site des faïenceries. Est-ce qu'il a un avenir? Est-ce qu'il peut devenir autre chose? Il a plus qu'un avenir. Nous venons d'acquérir par procuration, j'allais dire, ce terrain de 30 hectares par le biais de l'EPFL, l'établissement public foncier lorrain. Et c'est tout simplement le devenir de la ville dans différentes directions, dans des équipements publics, dont le musée, qui est pour nous un projet important, mais aussi l'extension de l'habitat. La ville a progressivement, je dirais, glissé de la vieille ville vers la ville actuelle, mais elle va continuer à glisser encore, à s'étendre sur ce site de 30 hectares. C'est aussi des réhabilitations, la réhabilitation d'une belle forêt de 6 hectares. Et puis, ma foi, je pense que ce site est un site d'avenir et c'était important pour nous que nous y mettions aussi le musée, un peu à l'image de Saint-Louis qui a construit son musée sur un vieux four. Comme Lally Carvingen également met en avant son passé, je dirais du verre et du cristal, eh bien Sarreguemines sera dans cette logique d'une route des arts du feu avec peut-être demain un CIAF, un centre international d'art faïencier, comme il y a à Meisenthal, le centre international d'art verrier. Alors on s'est posé aussi une question, on s'est demandé quelle était la place de la faïence aujourd'hui. On vous explique tout. La nouvelle tombe comme un coup de massue. Le 9 janvier 2007, la chambre commerciale du tribunal de Sarreguemines a prononcé la liquidation judiciaire de la société céramique de Sarreguemines. Mais depuis 1979, Sarreguemines ne fabriquait plus de vaisselle. La production du fameux service Aubernais, dessiné par Henri Lux, service emblématique de la faïencerie de Sarreguemines, s'est dès lors poursuivie dans les manufactures de Lunéville-Saint-Clément. De 200 ans d'activité des faïenceries, la ville a conservé plusieurs vestiges qui en font sa fierté. La demeure de Paul de Geiger est devenue musée de la faïence et abrite un panel des plus belles réalisations de la manufacture. Le Moulin de la Blise et son musée des techniques faïencières retracent le travail des ouvriers et artistes qui ont fait la réputation de Sarreguemines à travers le monde. Et puis, il y a les collectionneurs. Plusieurs associations ont vu le jour, des passionnés de faïence de Sarreguemines, comme Sarreguemines Passion ou les Amis des musées et des arts. Ouvrages, expositions de collections privées, ces associations travaillent avec les musées de Sarreguemines depuis des années pour entretenir la mémoire des faïenceries. La ville s'est transformée et a investi et repensé l'aménagement des espaces autrefois occupés par les ateliers et unités de production des faïenceries. Mais chaque coin de rue rappelle qu'ici, on a produit certaines des plus belles faïences du monde et qu'on en est fier.
Voilà, notre émission en immersion à la découverte de la faïence se termine ici, au Jardin d'Hiver. J'espère que vous avez partagé avec nous ce sentiment de fierté, peut-être même que vous aurez un autre regard sur vos placards à vaisselle. Allez, je vous dis à bientôt.